Nous reprenons donc nos débats avec notre première clé pour réussir, comment évaluer les résultats médicaux par les patients. Et je demande à Carole Avril, à Xavier Cattelino, à Grégory Katz de monter à la table. Le modérateur sera François Sarkozy. Venez, prenez place. Je lance la vidéo. Voilà. Je lance. Oui. Voilà. La vidéo, s'il vous plaît. Pierre, 63 ans, a été opéré d'un cancer de la prostate il y a 3 mois. Ayant été hospitalisé plus de 2 nuits, il a été invité à répondre à un questionnaire en ligne destiné à évaluer sa satisfaction. Sur ses problèmes d'incontinence et d'impotence qui l'inquiètent tant, pas vraiment. Le formulaire ISATIS, mis au point par la Haute Autorité de Santé, veut en revanche tout savoir sur sa perception de l'accueil dans l'établissement, la propreté de sa chambre, les horaires de visite, la clarté des informations reçues, la qualité des repas servis et l'état de santé de Pierre après son opération. Sur la 60aine de questions, une seule y est consacrée, à la 9e et dernière page. Pour finir, comment vous sentez-vous aujourd'hui par rapport à la veille de votre admission? Évaluer un hôpital en fonction de sa prestation hôtelière ou administrative ne répond pas aux vraies questions. Et les indicateurs médicaux sont parcellaires. En fait, on réduit la mesure de la qualité des soins à leur simple conformité. La solution pour une évaluation pertinente? Que le système de santé soit jugé à l'aune de la valeur apportée aux patients. Ainsi, les résultats de santé d'un malade insuffisant cardiaque devraient-ils être évalués en fonction de son ressenti et de sa qualité de vie pendant et après les soins? A-t-il des troubles du sommeil? Ressent-il de l'anxiété? Comment se sent-il dans son travail? A-t-il pu refaire du golf? Est-il capable de garder ses petits-enfants, de faire des courses en portant un sac? Avec ce nouveau modèle, on passerait d'une obligation de moyens à une obligation de résultats, plus utile pour affiner les traitements. Après avoir établi un index de qualité sur les crises cardiaques, la Suède a rendu public en 2006 les scores des différents hôpitaux du pays. 3 ans plus tard, cette transparence avait payé. Le score des hôpitaux en dessous de la moyenne avait augmenté de 40%, faisant quasiment disparaître l'écart entre bons et mauvais établissements. Bonjour. Alors, comme toujours, tout a été dit dans le petit film qui est absolument génial. Les tables rondes précédentes en ont parlé un peu, pas trop. C'est quand même le client final du système de soins, c'est le patient. Et si on demandait au patient ce qu'il en pensait, c'est le sujet de notre table ronde. Alors, 3 acteurs qu'on ne présente pas, un représentant des patients, un représentant des médecins, chirurgiens, et un représentant universitaire de l'innovation et aussi d'un groupe hospitalier privé. Alors, première chose, comment ça se passe l'évaluation par les patients? Carole, est-ce que ça se passe d'abord? Alors, je répondrai peut-être à 2 niveaux. Je pense qu'au niveau macro, pour moi, ça se passe, mais sur Google. Je pense que les patients, le grand public aujourd'hui note sur Google, c'est des médecins. Et il y a toute une flopée de critères qui sont mélangés, à la fois à l'accueil, on en parle dans le film, le délai d'attente, mais aussi la qualité de la prise en charge. Donc ça se fait sur Google, je pense que c'est inéluctable. Les patients vont sur Google pour regarder quels sont les résultats d'un professionnel de santé ou d'un centre de santé. Moi, je le fais personnellement, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le font et qui le feront. Donc, à mon avis, c'est inéluctable. Et donc, il faut que ça soit organisé sur des critères décidés collectivement. C'est la première question au niveau macro. Ensuite, au niveau micro, au niveau du colloque singulier, vraiment, je ne crois pas que ça se fasse, à part demander si ça va aux patients. Je ne crois pas qu'on aille jusqu'à... je pense que ce n'est pas systématique. Le système de santé n'est pas organisé pour prendre le temps de l'évaluation. Donc, on n'a pas le temps de demander aux patients vraiment sur ces résultats médicaux et surtout... Je crois qu'il y a une parole qui est dite, et cette parole, elle doit servir à quelque chose. Et je crois que cette parole du patient, elle n'est pas encore organisée, on n'a pas encore trouvé comment la diffuser et faire en sorte qu'elle serve au système de santé en général. Alors, on a bien vu dans la table ronde précédente qu'on parlait de transmettre des données aux patients et pas nécessairement d'avoir un patient qui génère ces données. Alors, comment ça se passe en pratique? Quels critères on prend en compte
Dans l'évaluation, quand on est médecin ou chirurgien, qu'est-ce qu'on demande aux patients? Ça se passe comment? Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, l'évaluation, elle ne se passe pas vraiment par les patients. Elle ne passe même quasiment pas par les patients, puisque finalement, le patient, il souhaite qu'on réponde à deux questions. D'une part, ses besoins, ses attentes. Ses besoins, finalement, c'est schématique, c'est la prise en charge de la maladie, et donc la pertinence du diagnostic et du choix thérapeutique. Et puis, en amont et en aval, l'efficacité du traitement. Et puis, ses attentes. Ses attentes, c'est la qualité, certes, du séjour, c'est la seule chose qui soit évaluée par le patient, et la qualité des suites et des résultats. C'est le questionnaire. Donc, finalement, les besoins, la prise en charge de la maladie, c'est évalué, et pas, effectivement, ça doit être une coproduction avec le patient et les professionnels de santé, mais il n'a pas d'avis à donner là-dessus. Et sur la qualité du séjour, il donne son avis, mais sur la qualité des résultats en termes d'impact dans sa vie de tous les jours, à l'usage au quotidien, sur l'impact social, au niveau du travail ou au niveau familial, il n'y a aujourd'hui rien, si ce n'est à l'échelle des services qui peuvent le faire ou des départements qui peuvent le faire individuellement ou professionnels. Donc il y a un manque considérable puisqu'on n'associe pas les patients, finalement, à l'évaluation de leurs résultats. Et quand on lui demande au patient ce qu'il en pense, des résultats de soins, des résultats médicaux, et pas de l'accueil, de la propreté de la chambre ou de la qualité de la bouffe. Non, mais très bien. Mais quand on lui demande qui recueille et remplit le formulaire. Alors c'est toute la question. Le bon système, c'est de faire remplir des questionnaires, notamment de qualité de vie aux patients. D'abord, d'une part, des questionnaires qui soient validés. Oui, le bon système. Mais ça, c'est la théorie. En pratique, ça se passe comment? Ça se passe qu'en fonction des professionnels de santé qui font ou qui ne font pas, puisque les tutelles n'ont rien organisé à ce niveau-là. Donc, soit effectivement, il y a des structures qui le font, qui ont les moyens éventuellement de faire une partie et qui donnent des questions de qualité de vie aux patients qu'ils remplissent. Encore faut-il que ces questions de qualité de vie soient remplies à domicile, chez eux, et pas dans la salle de consultation avec l'effet blouse blanche qui forcément fausse les résultats, nous valorise, nous, médecins ou chirurgiens, mais en fait ne sont pas la réalité. On le voit très bien, la déconnexion des résultats. On ne vous dit pas tout. Exactement, ils ne disent pas tout. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette évaluation, elle est faite au bon vouloir des professionnels de santé et en fonction des moyens dont ils disposent, parce que ce n'est pas toujours facile, dans la mesure où il n'y a pas de soutien logistique des tutelles pour organiser cette évaluation par les patients eux-mêmes. On verra plus tard que c'est bien de demander aux tutelles, mais toi, si elle t'aidera, on peut aussi faire pas mal de choses. On le verra dans la vie quotidienne. Alors, il y a quand même des endroits où ça se passe. Le film parle de la Suède, il n'y a pas que la Suède où ça se passe. Il y a différents exemples, Grégory? Oui, il y a un grand nombre de pays qui le font déjà depuis des années. Les Pays-Bas, la Suède, la Grande-Bretagne, les États-Unis. Maintenant, il y a l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Donc la France, du point de vue opérationnel, est en retard. La question, elle est bien posée. C'est pas est-ce qu'on y va, c'est comment on y va. Il faut deux choses pour y aller. Un référentiel d'indicateurs qui soit accepté par les professionnels de santé et les patients, et puis des solutions on va dire, remplissage des questionnaires à distance de manière automatique, ergonomique et systématique, car il ne faut pas sélectionner à l'entrée uniquement les cas simples pour avoir de bons résultats. Parce que si on va être évalué, on peut s'attendre à ce que ces résultats soient rendus transparents. Or, les exemples que nous avons à l'étranger montrent que cette transparence est un levier fantastique de conduite du changement. C'est-à-dire qu'en fait, si vous regardez par exemple, le NHS en Grande-Bretagne a mis en place une mesure pour regarder la survie à 5 ans pour le cancer colorectal. Que vous alliez dans un établissement 1 ou 2, Primary Care Trust, selon l'établissement où vous allez, le taux de survie à 5 ans varie du simple au double. Tout patient confondu. On a bien sûr des scores d'ajustement qui permettent de vérifier si on a des scores de sévérité, de comorbidité pour comparer des pommes avec des pommes. Vous allez sur le pontage, le score varie, le taux de mortalité varie de 1 à 5 selon l'établissement où vous adressez. Et pour la cataracte, vous avez le taux de complications selon les établissements en Suède varie de 1 à 36. Mais l'impact de l'évaluation, ce qui m'intéresse là pour notre sujet, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est l'impact de l'évaluation par les patients là-dessus. Ça donne quoi? Alors, l'impact, il se fait par le fait que l'on rende transparents ces résultats. Donc, ils sont publiés sur le site du ministère néerlandais, par exemple. Vous avez le taux de mortalité pour l'infarctus du myocarde et hospitalcompare.gov, qui est donc ce que Medicare, Medicaid publie aujourd'hui sur son site. Vous avez la possibilité de comparer les hôpitaux pour l'AVC en fonction du taux de réadmission non programmé. Donc, le patient, il va à l'hôpital. Pour un AVC, il sort de l'hôpital, il n'est pas stabilisé, il rentre chez lui et puis il doit revenir en urgence. Bon.
Aujourd'hui, Medicare, Medicaid publie sur son site le taux de réadmission non programmée, ce qui montre quelque part que l'équipe n'avait pas stabilisé son patient. Une fois que c'est accessible en ligne, vous êtes à Boston, vous êtes patient, vous voulez sélectionner un hôpital. Vous regardez sur Hospital Compare et vous tapez AVC. Et vous avez en fait 3 établissements dans votre périmètre qui sont comparés en nombre de files actives et taux de réadmission non programmée. Et vous pouvez choisir. Et on n'est pas paternaliste au sens où on ne va pas dire, voilà, ça c'est un établissement qui, selon des critères, on va dire, de conformité, comme dit le film, va dire quels sont les bons ou moins bons établissements par rapport à un référentiel administratif. On va simplement dire aux patients, voilà les résultats, vous pouvez choisir. Et cette dimension non paternaliste et transparente, elle responsabilise, parce que du coup, l'adressage des files actives se fait en toute transparence. Grégory, tout objet éclairé modifie son comportement. C'est les réhospitalisations, les complications, j'allais dire ce qu'on regarde, nous aussi, professionnels de santé. Ce qui m'intéresse, c'est quand les patients font une évaluation, est-ce qu'il n'y a pas d'autres types de critères qui prennent en compte et auprès desquels on passe complètement à côté si on ne leur demande pas? Oui, c'est-à-dire que, en fait, moi, ce que j'aimerais comprendre dans le système, c'est que, est-ce que du coup, est-ce que du coup, le patient, il a le choix de son établissement? Et finalement, la question, c'est peut-être pas seulement comment évaluer les résultats médicaux, mais c'est pourquoi le faire. C'est comment on convainc tous les acteurs d'y aller, en fait, et que c'est inéluctable. Je crois qu'il y a une question préalable, et je pense qu'il faut se dire, mais pourquoi il faut y aller? Je pense que déjà, parce que Google le fait, enfin, vraiment, et je le dis, Google le fait, mais c'est pas satisfaisant. Il y a des critères qui sont mélangés. Le patient, il est énervé parce qu'à 11h20, il avait rendez-vous à 11h20 et finalement il passe à 12h10, donc il le met sur Google et il donne une mauvaise note. Mais peut-être qu'après il a été bien traité et voilà, l'autre patient va venir, il va dire du coup ce professionnel de santé est super, il m'a très bien soigné, grâce à ça je peux faire du jardinage, etc. Donc il y a des résultats médicaux, des résultats qui sont différents. Donc il faut le faire parce que c'est inéluctable et ça se fait. Et puis, je crois qu'il faut aussi, vous l'avez dit, au niveau individuel, c'est important pour les professionnels de santé, pour eux-mêmes qui se situent, pour aller vers le meilleur. Est-ce que dans les exemples étrangers, on arrive à montrer que ça tire vers le haut les professionnels de santé, les pratiques? C'est ça qui est intéressant, c'est de montrer de prouver que ça marche. Les faits. Vous avez aujourd'hui 23 registres aux Pays-Bas que le ministère de la Santé a mis en place selon des pathologies bien précises. On prend le cancer colorectal. On allume la lumière en 2009 et ce registre national réunit en fait, selon un référentiel d'indicateurs pour lesquels les patients ont été consultés pour vérifier que les critères d'évaluation... Ils ont participé aux critères. Voilà, exactement, Caroline. Les patients définissent avec les professionnels de santé, les sociétés savantes, quel est le référentiel de critères qui compte pour eux. Donc sur le cancer colorectal, ces référentiels qui impliquaient les patients a été édité. Les établissements ont dû répondre en installant des captures de données de vie réelle. C'est homogène. 2009. Homogène entre les établissements. Voilà, 2009. Et on a un scatterplot avec une médiane en termes de taux de mortalité intra-hospitalière. Et vous avez un essaim avec un peloton d'établissements et des leaders et des suiveurs. En 2013, 4 ans après, le taux de mortalité intra-hospitalière a diminué de 43%. Donc ça tire vers le haut, le système? Ça tire vers le haut. Et ce qu'on a vu, c'est qu'on a observé que le peloton, en fait, s'est regroupé. Non seulement le taux de mortalité diminuait, mais en plus, le peloton s'est regroupé, c'est-à-dire on a homogénéisé les pratiques. Pourquoi? Parce que tout objet éclairé modifie son comportement. Et cette approche qui est non paternaliste, elle ne vise pas à dire « voilà quel est le taux de recours, voilà quelles sont les bonnes pratiques, et moi, à tutelle, je vais vous expliquer comment vous devez pratiquer la médecine ». Non, c'est l'effet miroir. C'est-à-dire qu'on va dire aux professionnels « vous êtes adulte, voilà vos résultats ». Et vous avez les moyens d'identifier qui sont les leaders et de vous former auprès d'eux. Donc en fait, cette logique, elle vise à développer le DPC, elle vise à dire, avec vos résultats, vous avez quelque part l'obligation de vous former. C'est continuous improvement. Absolument. Finalement. Mais toujours sur des critères durs qui sont des critères médicaux. On n'a pas encore parlé de ce qui nous intéresse vraiment. Il s'est vécu comment par les médecins? La clé, c'est effectivement des critères notamment qualitatifs. Et c'est vrai qu'effectivement, les critères médicaux, on les connaît, c'est assez facile d'évaluer des résultats sur la biologie de l'imagerie. Et le patient est informé de tout ça, et effectivement, il n'a pas forcément d'avis là-dessus sur la façon d'utiliser ces critères-là, qui sont des critères plus scientifiques. Mais sur les critères de qualité de vie, il a tout son mot à dire. Et il est totalement absent. Et c'est vrai qu'effectivement, l'impact de la médecine, et notamment de la chirurgie, l'exemple était bien pris sur le cancer de prostate, qui effectivement entraîne un impact
l'impact non seulement sur l'aspect psychologique et pronostic vital par rapport au cancer, mais l'impact fonctionnel et l'amputation et psychologique et physique que ça peut entraîner, ces traitements-là sur ces organes, sur le plan de la vie au quotidien, elle n'est pas mesurée. Et ça, ce sont des critères qu'il faut effectivement codéfinir entre les professionnels de santé et les patients. C'est extrêmement simple. Il faut prendre des critères, mais des critères de vécu au quotidien. Alors Xavier, il faut, mais en pratique, Alors, vous êtes en train de le pratique, faire avec un pilote. C'est pas pour rien d'ailleurs que Guy a pris l'exemple du cancer de la prostate, mais justement le cancer de la prostate. Alors le cancer de la prostate, nous on avait fait avec Guy on avait fait avec Guy il y a près de 20 ans, quand on était passé de la chirurgie ouverte à la célioscopie. On avait fait effectivement un site qui était hébergé chez Medcos par Laurent Alexandre, et en fait qui était très novateur, où effectivement les patients, pour rentrer leurs données, donc on complète ce qui était dit tout à l'heure, là c'est pas les patients accès à leurs données, ce sont les patients qui alimentent les données, ils gèrent les données, ils rentraient même de leurs marqueurs biologiques de cancer, et ils rentraient leur questionnaire de qualité de vie, qui était un questionnaire validé, et on avait les scores. Et donc là, effectivement, on voyait, il y avait même un espace de dialogue entre le patient et le professionnel de santé. On a fait ça sur plus de 1000 patients. Ensuite, ça s'est arrêté, et je reviens quand même au nécessaire besoin de soutien des tutelles, parce qu'effectivement, il y a un problème de coût, de technique, qui a fait que il y avait un problème d'hébergeur, ça s'est arrêté. On l'a remplacé par d'autres systèmes. Mais effectivement, ça a été extrêmement positif. Et les patients, quand ça s'est arrêté, ne comprenaient pas. Ils nous ont en gros engueulé en disant, mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'arrête? Vous avez du mal à convaincre les chirurgiens de rentrer dans cette évaluation par les patients? D'abord, là, c'était que de notre équipe, donc forcément, c'est plus facile de convaincre 5 chirurgiens quand on n'est que 5 à faire ça. Maintenant, il est clair que les chirurgiens, comme tous les métiers, ils ont du mal à accepter l'évaluation. Pour autant, il n'y a pas le choix, et il faut y aller. Et effectivement, il n'y aura finalement que ceux qui seront un peu au-dessous du niveau qui pourront être réticents, à condition de les aider effectivement à avoir des moyens technologiques et que le support logistique soit là. Mais autrement, effectivement, il y a toujours une réticence qui est un peu humaine, qui est un peu naturelle, parce qu'on a l'impression d'être jugé et de mettre en cause ses compétences. Mais de toute façon, il faut y aller, il n'y a aucun doute. Et donc, il faut une impulsion extrêmement forte aujourd'hui. C'est extrêmement simple, puisque aujourd'hui, on a une masse de données dans le big data des tutelles qui est considérable sur les séjours, sur plein de choses. Il nous manque très peu de choses. Il suffit d'associer, de codéfinir pour des spécialités, les 4 ou 5 pathologies principales, les quelques critères qualité de vie, et les patients rempliront ça, donner un accès. C'est faisable. Et donc c'est parfaitement faisable, c'est simple, ça coûte pas cher et ça rapportera beaucoup. Alors on a d'autres exemples. Je crois chez Elsand, vous avez un pilote en cours à Nantes et à Limoges, justement. Oui, sur la cataracte. Et la hanche aussi. Sur la cataracte, je vais parler de la cataracte pour l'instant. On utilise le référentiel ICHOM, International Consortium of Health Outcome Measurement. Cette puissance normative qui est pilotée par une ONG fondée par Harvard, le Karolinska, le BCG, définit des instruments qui existent et que les sociétés savantes ont déjà produits, des instruments de qualité de vie et de score fonctionnel. Ces instruments de mesure qui, par exemple pour la cataracte, vont poser des questions simples qui concernent le patient dans sa vie quotidienne. Est-ce que vous arrivez à lire le journal de 1 à 4? Est-ce que vous arrivez à reconnaître le visage des gens que vous croisez de 1 à 4. Est-ce que vous arrivez à détecter le relief quand vous marchez de 1 à 4? À la fin, vous avez un score. Score avant la chirurgie, score après la chirurgie. Nous, ce qu'on mesure, c'est, par exemple, un score de 1,2 avant la chirurgie et un score de 3,6 avant la chirurgie, après la chirurgie du deuxième œil. On renvoie le score delta, qui est donc d'une amélioration de 300% au patient. Donc le patient, quand on lui pose la question classique, alors, comment allez-vous? Question quali. Le médecin a toujours demandé au patient comment il allait. Sauf qu'on était incapable d'objectiver quantitativement par une métrique précise, homogène et reproductible comment ça fonctionnait. Or là, avec ces questionnaires, qui sont des questionnaires internationaux reconnus, encore une fois, par les sociétés savantes, internationales, y compris françaises, eh bien, on arrive à déployer cette systématisation des mesures. Ce score delta, en fait, mesure la pertinence des soins. On entend un ministre parler de pertinence des soins. C'est un bon critère, mais comment quantifier cette pertinence? Eh bien là, plus le score delta est élevé, c'est-à-dire plus il y a un écart entre avant et après, plus le soin était nécessaire et adéquat. Et ça, le patient le sait. Et ça, le patient, en tout cas, c'est ce que nous lui renvoyons comme signal, c'est lui dire, voilà, votre amélioration a été de 274%, avant-après. Il reçoit ce message. À partir de son propre questionnaire. À partir de son propre questionnaire. On combine des données PROM, donc Patient Reported Outcome, questionnaire patient, sur la qualité de vie, le score fonctionnel, et puis des données CROM, Clinician Reported Outcome. Et ces données CROM, à partir de scores de comorbidité, de sévérité, s'il y a d'autres pathologies qui viennent, diabète en plus de cataracte, etc., eh bien, on arrive
à stratifier et à comparer, encore une fois, pas seulement des pommes avec des pommes, mais des sous-groupes, des pink lady avec des pink lady. Et derrière, le praticien reçoit aussi sa file active. C'est-à-dire que le praticien reçoit pour les 834 cataractes qu'il a traités, un score et son évolution au fil du temps. Donc il sait également quelle est la moyenne de son équipe, s'il est au-dessus et qu'il tire la moyenne vers le haut ou tire vers le bas, et il sait identifier quels sont les confrères auprès de qui il pourrait s'améliorer. Ce qu'on a mis en place aussi, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de traquer en fait quels sont les dispositifs médicaux ou les implants qu'on va utiliser. Pourquoi ? Parce qu'on estime que cette logique de value-based healthcare, donc de santé à la valeur en santé, implique également les fabricants de produits de santé. Et que les fabricants ont le devoir de ne plus vendre des boîtes, mais de vendre des résultats. Des résultats qui comptent pour le patient, et nous devons les aider à mesurer en vie réelle ces résultats. Ce qui veut dire que nous allons également rendre ces résultats transparents auprès des fabricants qui doivent derrière justifier leur prix. Il va être content d'avoir des données parce que parfois c'est compliqué d'avoir des données, en tout cas du payeur public. Donc si j'ai bien compris, on dit l'évaluation par le patient est la première brique. Après, il y a une consolidation des patients par praticien, consolidation au sein de l'établissement. Enfin, c'est toute une chaîne de valeurs très positive. Et entre établissements. Alors moi, j'ai une question pour vous, Carole. Est-ce qu'il y a, tous les patients veulent-ils répondre à ce type de questionnaire ou est-ce que ça ne correspond qu'à un certain type de patient ? Alors, je dirais que les patients, ils ont envie de s'exprimer, de dire, de raconter, de raconter leur expérience vis-à-vis de cette prise en charge, ce soin, ce traitement, cette opération. Donc, je ne pense pas qu'ils pourraient dire « j'ai envie d'évaluer les résultats médicaux ». Mais par contre, ils ont envie, je pense, de participer. Et donc, du coup, oui, ils ont mais tous peuvent le faire, c'est ça la question. Je pense que tout le monde peut le faire. La question, c'est est-ce que vraiment ça doit passer que par des questionnaires ? Voilà. Moi, est-ce qu'il ne faut pas avoir des formes adaptées ? Oui, je pense qu'il peut y avoir différents types d'évaluations. On n'est pas obligé d'être que sur des données quantitatives. Je crois que vraiment, il y a vraiment un enjeu de recueillir la parole vivante des patients. Ce qu'ils disent, comment ils le disent, et pas seulement par des questionnaires. J'ai l'impression que c'est un biais, en fait, ce questionnaire. Mais vous allez me challenger sur ça. Je ne crois pas qu'il faut faire que des questionnaires. Enfin, nous, en tant qu'association de patients, il nous semble important de recueillir cette parole vivante, ce que disent les patients avec leurs mots, avec leur expérience. Parce qu'il ne faut pas oublier, on parle beaucoup des données de santé, mais un patient, c'est une personne aussi qui a des peurs, des émotions, etc. Je ne vais pas vous l'apprendre, vous le savez. Simplement, c'est important de raconter, qu'il raconte cette histoire avec sa maladie, avec sa prise en charge, les freins, les points de rupture, etc. Et donc, nous, on se donne comme mission de recueillir avec le Diabète Lab, avec des sociologues, justement de comprendre ce cheminement individuel pour en faire aussi une parole collective qui est portée par l'association de patients. Et je crois que ça, c'est nécessaire de recueillir aussi des éléments qualitatifs et pas que quantitatifs. Parce qu'on a vu dans les exemples donnés, par Grégory et par Xavier, ce sont des exemples de chirurgie. Donc j'allais dire, c'est peut-être un peu plus simple l'évaluation. On marche, on ne remarche pas, on voit pas. Pardon, je ne veux pas du tout réduire l'efficacité des choses. Pour les patients chroniques, c'est quand même un petit peu plus complexe. C'est là où le Cali peut rentrer en jeu. C'est là où on peut avoir des échelles analogiques, des choses comme ça. Hein. Oui, parce que si le médicament permet de mieux équilibrer la glycémie, mais qui donne des effets secondaires, il nous fait faire plus de diarrhée, plus de... Voilà, évidemment, je ne vais pas le prendre. On parle de l'observance comme si c'était un résultat. Ce n'est pas un résultat. C'est d'abord... Enfin, il y a plein d'enjeux qui rentrent dans le cadre de l'observance. Donc, ce n'est pas juste il faut mesurer l'observance. C'est pourquoi le patient n'arrive pas à prendre pour l'aider. Et on peut faire le pari que de recueillir sa parole peut aider à mieux améliorer le système. Le premier frein à cette évaluation par les patients, il est où ? Est-ce que c'est un frein culturel chez les médecins ? On sait bien que les médecins français, en tout cas, n'aiment pas l'évaluation. Guy en a beaucoup parlé ici. C'est un frein. Comment on fait pour le lever ? Je crois qu'effectivement, le premier frein, c'est nous. C'est nous les médecins, je pense, les chirurgiens, qu'effectivement, culturellement, on a l'impression d'une remise en question de ce que l'on fait, de nos compétences. Et voilà, de même qu'il y a 15 ans, il était impensable d'évaluer la médecine parce que nous, médecins, on avait fait 15 ans d'études, donc c'est trop ésotérique et donc les autres ne pouvaient pas comprendre et la médecine était le seul domaine qui ne pouvait pas être évalué. On sait maintenant que c'est faux. Et donc maintenant, il faut qu'on passe un peu la seconde, voire la troisième, et qu'on avance et qu'effectivement, on accepte parce que de toute façon, les meilleurs, ils gagneront, les moins bons,
et c'est vrai quand même en France, on a un niveau qui est élevé, donc il y aura peu de moins bons, mais ils vont augmenter leur niveau. Le but n'est pas de sanctionner les gens, le but c'est d'augmenter la qualité et les améliorer, les tirer vers le haut. C'est ça le but. Bon. Et c'est dans cet esprit-là que ça doit être fait. Donc le premier frein, effectivement, c'est probablement nous-mêmes au niveau professionnel. Ensuite, il y a un frein effectivement à la fois technique, logistique et puis financier, et c'est là où effectivement les tutelles ont leur rôle pour mettre à disposition par un développement du numérique et dans le cadre effectivement sûrement du dossier personnalisé et de la télémédecine et des outils qui soient accessibles. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les patients d'aujourd'hui sont quand même ont beaucoup plus facilement accès, sous réserve qu'on diffuse encore cela, au numérique qu'il y a 15 ou 20 ans. Quand on avait fait l'étude sur le cancer de prostate il y a 15 ans, il y avait déjà 40% des patients qui étaient demandeurs d'avoir leur dossier sur informatique. C'était il y a 15 ans. On n'a pas fait l'étude aujourd'hui, mais on peut imaginer que c'est probablement peut-être le double. Bon, donc seulement il faut... Peut-être que le DMP devra avoir un onglet évaluation par le patient. Tout à fait. Carole. Bah oui. Pourquoi pas. Bah oui. Enfin, moi, Parce que elle se passe l'évaluation, c'est ce que vous disiez, elle se passe en dehors du système. Dans Donc des si on la forums, maîtrise pas, pardon. Bah oui. Je crois qu'il faut vraiment qu'on décide, et je trouve intéressant l'idée de Hacham, là, c'est de se dire que collectivement, on se met d'accord sur des critères qui sont importants dans cette pathologie et qui sont partagés par les professionnels de santé. Je pense que vous avez prononcé un mot qui est important, c'est la sanction. L'évaluation, c'est pas la sanction. Je crois qu'il faut qu'on puisse justement convaincre que c'est important l'évaluation. Parce que finalement, enfin, moi, ce que je comprends de l'évaluation et ce que nous, on veut porter, c'est que l'évaluation, c'est plutôt tourné à la fois vers le passé, c'est-à-dire on regarde on compare par rapport au traitement, on parlait des maladies chroniques par rapport à l'opération, est-ce que la réalité est conforme à ce qu'on voulait, qu'on avait souhaité, est-ce que je voulais aller faire mon jardin, m'occuper de mes petits-enfants, enfin voilà. Et puis on prend des mesures aussi. L'évaluation, elle doit tourner vers l'action, vers l'avenir. C'est pas juste à un moment donné une sanction, ça doit aussi porter pour améliorer le système, la prise en charge du patient, la qualité du professionnel de santé. Je rejoins Carole. Globalement, je pense qu'il faut vraiment avoir conscience de la robustesse méthodologique des indicateurs et de leur déploiement à l'échelle mondiale. On vit des temps historiques parce qu'il existe des référentiels. Ce que fait cette ONG, donc ICHOM, c'est qu'elle prend des instruments que les sociétés savantes ont validés, elle les intègre, elle les agrège, elle crée des panels d'experts avec des patients qui viennent dire « Bon, le PSA, ça m'intéresse moins que de savoir si je vais être impotent ou incontinent. » Ça me parle. Ça me parle. Donc je voudrais, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, que vous intégriez dans ces indicateurs ce qui me parle et que derrière, on ait de l'ajustement de risque avec des scores de sévérité qui permettent de manière très robuste, très fine, de stratifier les patients selon les cas et les complexités. Une fois qu'on a ça, alors on le déploie. On le déploie comment? On le déploie avec des outils simples. C'est simple quand vous le dites. Simple. Mais je vais vous dire, parce qu'il faut le faire pour comprendre que finalement, ce n'est pas si compliqué. Dès qu'on a les mains dans la glaise et qu'on voit dans les établissements que les praticiens ne sont pas du tout inquiets, mais qu'au contraire, si on leur propose un miroir... Chez Elsan, on va le faire systématiquement. L'objectif, c'est bien sûr d'obtenir des suiveurs et de créer une dynamique. On ne va pas attendre que la tutelle nous dise comment faire. Les praticiens sont suffisamment adultes pour se mesurer. Aujourd'hui, ICHOM a descendu 50% de la liste des pathologies recensées par l'OMS en termes de prévalence. La moitié des pathologies dans le monde ont des référentiels avec des indicateurs homogènes internationaux. Vous avez à peu près 800 établissements dans le monde qui sont les meilleurs dans le monde, les plus réputés, les Stanford, les Harvard, le MD Anderson, le Sloan Memorial, etc. Tous ces établissements sont leaders et créent des suiveurs. Maintenant, si on revient sur le terrain, au concret, en France, vous présentez aux praticiens ce référentiel. Sur la hanche, le genou, ça va être globalement, est-ce que vous arrivez à marcher, descendre des escaliers, est-ce que vous avez repris une activité professionnelle? On demande aux médecins, est-ce que vous êtes prêts à systématiser la mesure de ces indicateurs? Le médecin, il dit, mais attendez, moi j'ai été formé pendant 15 ans avec plein de concours où on m'a évalué. Et puis ensuite, on ne m'a jamais donné des instruments suffisants pour m'évaluer. Bien sûr que je veux m'évaluer, bien sûr que je veux me former, bien sûr que je veux m'améliorer. Est-ce que ce n'est pas une vision, angélique. Un peu angélique, oui, optimiste? Non, ça parce qu'en pratique, il y a des représentants des usagers dans les hôpitaux. On sait bien que les structures hospitalières, enfin, je ne sais pas quel rôle ils ont exactement. Est-ce que ça fait partie des discussions qui existent?
Ah bah, oui, ça peut, mais moi je crois que tant qu'il n'y a pas une impulsion nationale ou qui décide. On est quand même très centralisé dans ce pays. On attend que l'État fasse tout. Oui, je suis d'accord, mais enfin, il y a un moment, il faut une impulsion. Et l'impulsion, elle peut se faire juste déjà au niveau de service. Il faut commencer. Enfin, IMM, bottom-up. Il faut y aller. Mais mais l'impulsion, elle ne va faire que l'évolution des pratiques que en traduire. général précède l'évolution de la règle. Aujourd'hui, effectivement, c'est l'impulsion, elle est au niveau de certains services, certaines équipes. Effectivement, il faut que derrière, ça enchaîne. Et pour que ça enchaîne, effectivement, on a, comme tu l'as dit, les indicateurs, on a tout. Ensuite, ce qu'il nous faut, c'est effectivement un minimum de support logistique pour avoir des systèmes d'hébergeurs, et l'intégrer dans un dossier personnalisé informatique. C'est tout ça. Xavier, je suis d'accord, c'est très simple. Mais il faut se donner les moyens. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est quoi les moyens dont vous avez besoin? C'est ça ce que je voudrais. Simplement. C'est quoi? C'est simplement de créer un socle, une charrue, c'est-à-dire de customiser une plateforme qui vient faire de l'extraction pure de données, de données de vie réelle sur des logiciels métiers, donc des bases de données qui existent, et c'est des bases de données, blocs opératoires sur chaque spécialité, avec des données administratives. Il y a de l'extraction pure, on combine PROM, CROM, et tout ça se c'est fait le processus, on a compris le c'est de la processus, technique. Grégory. En pratique, l'impulsion, est-ce que ça vient de l'établissement, ça vient de la société savante, Ça vient de personnes qui ont envie de le faire. Ouais. Voilà, je vais vous dire, c'est simple, François, ça vient de personnes qui ont envie de le faire. Donc, quand, par exemple, je vais rencontrer des praticiens, on leur dit, voilà, soit c'est statu quo et on attend que la tutelle vienne top-down, soit on essaye de faire quelque chose, des pilotes qui démontrent que ça marche. Et nous, on s'est débrouillé pour que ça marche. Ensuite, la question clé, c'est de dire, est-ce que vous êtes prêts à vous staffer vos résultats? C'est-à-dire à jouer la transparence, quitte à ce que certains résultats qui soient publiés embarrassent certains. Silence dans la salle, 4 secondes, mais Grégory, votre question, elle est complètement stupide. Bien sûr qu'on va tous se staffer, parce que quotidiennement, on s'observe et on s'améliore. Et le but, c'est que l'établissement, il ait une bonne moyenne. Qu'est-ce qui va se passer derrière? C'est que l'établissement va communiquer en disant, quand vous venez chez nous, vous avez 23% de complications en moins que la moyenne mondiale ou que la moyenne nationale. Et le classement hospitalier va être réformé de manière vertueuse par ces résultats et la transparence de ces résultats. J'aimerais poser une autre question. On parle des hôpitaux, on peut parler aussi de la ville. Dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, Pierre Dehaas sera là tout à l'heure, souvent ils intègrent les patients, ils demandent, ils font revoir leur protocole. Est-ce que ça se passe en ville ou pas du tout, cette évaluation? L'évaluation des résultats médicaux? Oui. Ou c'est encore plus complexe? J'ai un peu peur parce que j'ai l'impression qu'à la fin de je vais me faire lyncher. Allez-y. Non, mais non, je crois pas que ça se fait. Non, mais honnêtement, je crois pas que ça se fait. Enfin, en tout cas, c'est pas organisé. Enfin, je pense que chaque professionnel de santé veut savoir pour son patient. C'est un petit personnel, chacun oui, fait. voilà, il veut savoir, bien sûr. Enfin, je trouve que, ils veulent savoir comment ça s'est passé. Est-ce que le patient est bien avec son opération, son traitement, etc. C'est normal. Enfin, je pense que c'est bien, en fait, ça se fait. Simplement, je pense que c'est pas organisé sur des critères partagés et c'est pas publié. Et je crois que c'est ça le point le principal, c'est qu'en fait ces résultats médicaux, cette évaluation des résultats médicaux par les patients, elle doit à un moment être publiée, elle doit être transparente pour que au niveau national, on sache ce qui se passe sur tel ou tel centre, tel hôpital, clinique. Voilà, je pense que ça c'est. Et il y a un point qu'on n'a pas évoqué, c'est que cette valorisation, elle améliore la qualité, mais elle doit aussi déboucher sur une valorisation de rémunération. Financière. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la tutelle paye l'acte, tout le même acte, fait avec des résultats qui peuvent être très bons ou très mauvais, le même niveau. Donc c'est un système qui est aujourd'hui complexe et qui est finalement assez incohérent, voire absurde. Donc il faut effectivement, ça sera aussi vertueux sur le plan d'encourager, à la fois en amélioration de la qualité et une valorisation vraiment liée au résultat, à la qualité de ce qui est fait. Donc ça veut dire quand même que ce qu'on a vu dans le petit film d'animation sur l'HAS, il faut peut-être aller porter la voix aussi à la Haute Autorité de Santé pour essayer d'impacter ça et le consolider au niveau national. Hein. On a dit la première brique, c'est le patient. Un mot de conclusion, oui. on a fini. Non, un mot de conclusion que je voudrais donner à Carole, je suis désolé. Je partage mon temps. Cours alors, sinon je vous coupe la parole. Oui, on a 40 secondes. Centricité du patient dans la définition des indicateurs. L'importance des résultats plus que des moyens. Et transparence des résultats plutôt que l'opacité. Ce socle de valeur fait que toutes les parties prenantes, y compris celles qui sont représentées dans cette salle, sont tous d'accord sur ce socle de valeur. La vraie question, c'est de déployer des registres nationaux avec des solutions informatiques plug and play. Et aujourd'hui, on a ces solutions. Donc, inciter à cette évaluation. En fait, on peut résumer ça
en disant peut-être ne plus considérer le patient comme un patient, Ouais. mais peut-être comme un client. Oui, enfin, c'est pas un choquant. acteur, C'est un acteur. Le patient est un acteur. Il a le droit de parler, il doit évaluateur. s'exprimer et de donner son avis sur ses résultats médicaux. Parce que qu'est-ce qu'on veut en fait au final? On veut que le système de santé soit efficient, qu'il réponde aux besoins des patients et qu'il soit aussi qu'il améliore la qualité au travail des professionnels de santé dans un système économique contraint. C'est ça qu'on veut. Merci Donc, beaucoup. Le temps était très contraint